Mon père a regardé ma fille de 12 ans comme si elle n'était rien de plus qu'un meuble sur son chemin. Pas sa petite fille, pas un membre de la famille. Juste un inconvénient se tenant entre lui et son dîner de Thanksgiving parfaitement orchestré. Le lustre de la salle à manger projetait des ombres sur son visage, alors qu'il levait la main et désignait la cuisine. Son alliance en or captant la lumière. « Tu peux manger dans la cuisine », dit-il, sa voix portant ce même ton qu'il avait utilisé pendant 40 ans pour congédier quiconque il jugeait indigne de son temps. Les adultes seulement à cette table. J'ai vu le visage de ma fille s'effondrer au ralenti. Meredith avait passé 1 heure ce matin-là à se coiffer, à choisir sa plus belle robe, à répéter ce qu'elle voulait raconter à tout le monde sur sa victoire à l'Expo Science. Elle avait même écrit des sujets de conversation sur des fiches, craignant d'oublier quelque chose d'important en parlant aux adultes. Maintenant, elle se tenait là, dans sa robe vert émeraude aux minuscules boutons dorés dont elle avait été si fière, regardant 9 couverts disposés autour d'une table qui pouvait facilement accueillir 12 personnes. 9 couverts, 10 personnes. Le calcul était délibéré, calculé. Ce n'était pas un oubli ou une erreur de comptage. C'était mon père. Roland Hammond, ancien directeur de banque et patriarche actuel de la famille, faisant une déclaration sur qui comptait et qui ne comptait pas. La voix de Meredith sortit à peine comme un murmure. Mais dans cette salle à manger silencieuse, où même l'horloge de grand-père semblait retenir son souffle, tout le monde l'entendit parfaitement. Mais je fais aussi partie de la famille, n'est-ce pas ? La question flottait dans l'air comme une accusation. Elle aurait dû être suivie d'un réconfort immédiat, de voix se précipitant pour corriger cette horrible erreur. Quelqu'un aurait dû rire et dire « Bien sûr que tu en fais partie, ma chérie. Allons te chercher une chaise. » Ma mère aurait dû se précipiter avec un couvert supplémentaire, s'excusant pour la confusion. Mon frère Denis aurait dû offrir son siège, faire une blague pour détendre l'atmosphère. Oncle Léonard, tante Francine, cousin Théodore, ma belle-sœur Pauline, 9 adultes debout autour de cette table en acajou que mon père avait importée d'Italie, et aucun d'eux ne dit un seul mot. Le silence s'éternisa, chaque seconde ressemblant à une trahison. Je pouvais voir les mains de ma mère, vivaines, si crispées que ses jointures étaient blanches, mais ses yeux restaient fixés sur les assiettes en porcelaine qu'elle avait passé toute la matinée à arranger. Denis devint soudain fasciné par l'ajustement de sa cravate. Pauline examinait sa manucure. Oncle Léonard se racla la gorge, mais n'offrit rien de plus. Tante Francine, qui n'avait jamais rencontré un silence qu'elle ne pouvait combler de commérage, resta muette. Même Théodore, qui se vantait de son admission à Harvard quelques minutes plus tôt, ne trouva rien à dire. Ils restèrent tous là, attendant que ce moment inconfortable passe, attendant que Meredith se traîne jusqu'à la cuisine, où ils avaient installé un plateau télé à côté du micro-ondes, attendant que le dîner se déroule comme prévu, les discussions familiales importantes que mon père avait mentionnées, les conversations d'adultes qui ne pouvaient apparemment pas tolérer la présence d'une jeune fille de 12 ans qui avait été au tableau d'honneur 3 trimestres de suite. J'ai regardé le visage de ma fille et j'ai vu quelque chose se briser derrière ses yeux. Pas seulement de la déception, mais de la compréhension. La réalisation soudaine et écrasante que ces gens pour qui elle avait fait des dessins, qui lui envoyaient des cartes d'anniversaire signées avec amour, qui publiaient des photos avec elle sur les réseaux sociaux en parlant de leur précieuse petite fille et nièce, resteraient là à la regarder se faire humilier sans dire un mot. Alors, j'ai fait ce que tout parent ferait face au choix entre la tradition familiale et la dignité de son enfant. J'ai pris la main tremblante de ma fille dans la mienne, sentant à quel point ses doigts étaient devenus froids, à quel point elle était encore petite malgré ses efforts pour être assez grande pour leur table. « Nous partons », dis-je, ma voix tranchant leur silence confortable. Mon père ricana. Ce son méprisant qu'il avait perfectionné au fil de décennies de réunions de conseils d'administration et de dîners d'affaires. « Ne sois pas dramatique, Alexandra. Ce n'est qu'un repas. » Mais ce n'était pas juste un repas. C'était chaque fois qu'ils avaient un parler plus fort qu'elle quand elle essayait de se joindre aux conversations. Chaque photo de famille où on lui demandait de s'écarter pour qu'ils puissent en prendre une avec seulement les adultes.
Chaque fête ou ses réussites étaient balayées d'un revers de main, tandis que les moindres accomplissements de Dennis étaient célébrés avec des toasts au champagne. C'était un schéma que j'avais été trop aveugle pour voir, ou peut-être trop lâche, pour reconnaître jusqu'à ce moment où ma fille de 12 ans a dû demander si elle faisait vraiment partie de la famille. J'ai jeté un dernier regard à cette belle table, avec ses verres en cristal et ses chandeliers en argent, à la famille que j'avais passé toute ma vie à essayer de satisfaire. Et j'ai pris une décision qui allait tout changer. Mais partir n'était que le début. Ce que j'ai fait au cours des 4 semaines suivantes n'a pas seulement détruit leur Noël. Cela a brisé toute leur image de ce que la famille Hammond était censée être et l'a reconstruite en quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents dans le Connecticut me remplissait toujours d'un mélange de nostalgie et d'appréhension. 3 heures depuis notre appartement à Philadelphie, à travers des routes sinueuses bordées de chênes qui m'avaient vu grandir, en passant par le country club où Roland jouait encore au golf tous les samedis, au-delà de l'école privée, où Dennis et moi avions appris à être de parfaits enfants Hammond. Meredith était assise à côté de moi dans notre vieille Honda Civic, portant la nouvelle robe qu'elle avait choisie spécialement pour Thanksgiving. Vert émeraude avec de minuscules boutons dorés dont elle était tombée amoureuse dès qu'elle l'avait vue chez Target. « Maman, tu penses que grand-père me laissera m'asseoir à côté de lui cette année ?» demanda-t-elle, ajustant ses cheveux soigneusement tressés dans le miroir du pare-soleil pour la 3e fois depuis que nous étions partis. Ma poitrine se serra. Roland avait toujours été difficile. Un directeur de banque à la retraite qui croyait que les enfants devaient être vus, mais pas entendus. Qui pensait que le respect signifiait la peur et la tradition, le contrôle. Mais Meredith avait 12 ans maintenant, plus une petite fille. Elle avait tellement grandi cette année, surtout après le divorce. Quand David nous a quittés pour son assistante de 25 ans, Meredith avait pris des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait avoir. Elle m'avait serré dans ses bras pendant que je pleurais, préparait ses propres déjeuners quand j'étais trop dépassée pour fonctionner, maintenait ses notes parfaites malgré l'effondrement de notre monde. « On verra, ma chérie », dis-je en entrant dans l'allée circulaire de leur maison coloniale, la même où j'avais appris à faire du vélo, où je m'étais assise sur les marches du perron dans ma robe de bal de promo, où j'avais annoncé ma grossesse de Meredith il y a 13 ans, à leur déception évidente quant au timing. La maison avait l'air parfaite, comme toujours. La touche de ma mère Viviane était évidente dans chaque arbuste taillé au cordeau et chaque fenêtre polie. La pelouse était tondue en bande diagonale précise, comme Roland insistait pour qu'elle le soit. Par la fenêtre de la salle à manger, je pouvais déjà voir la table somptueusement dressée, la porcelaine qui ne sortait que pour les fêtes, les verres en cristal qui avaient appartenu à ma grand-mère. La BMW de mon frère Dennis était garée devant, arborant encore des plaques de concessionnaire, probablement louées la semaine dernière pour impressionner Roland. La Mercedes de l'oncle Léonard était à côté, et je savais que tante Francine ferait au moins 3 commentaires sur notre Honda avant le dîner. « Tu te souviens de ce dont on a parlé ?» dis-je à Meredith, essayant d'insuffler dans ma voix une confiance que je ne ressentais pas. « Comportement exemplaire, d'accord ?» Elle hocha la tête avec empressement, sortant une dernière fois les fiches de sa poche. J'ai répété mes sujets de conversation. Je peux parler de mon projet d'Expo Science, où j'ai remporté la 2e place, ou du livre que je lis pour le cours d'anglais, ou de la façon dont j'aide à entraîner les plus jeunes au football. Mon cœur se brisa un peu en la regardant préparer des points de discussion pour un dîner de famille, comme si elle se préparait à un entretien d'embauche. Mais c'est ce que les réunions Hammond étaient devenues. Des évaluations de performance déguisées en repas de fête. En montant les marches du perron, j'ai remarqué des choses que j'avais essayé d'ignorer auparavant. Les photos de famille exposées dans la fenêtre de l'entrée étaient toutes de Dennis. Sa remise de diplôme, son mariage, les célébrations de sa promotion. La seule photo de Meredith était cachée derrière un vase, à peine visible. Je leur avais envoyé des dizaines de photos au fil des ans, photos d'école, fêtes d'anniversaire, son championnat de football. Apparemment, aucune n'avait été jugée digne d'être exposée en bonne place. Viviane ouvrit la porte avant même que nous puissions frapper, son sourire parfaitement étudié, le même qu'elle arborait lors des déjeuners de charité et des rassemblements au country club. « Alexandra,
Tu es arrivée, dit-elle, comme si ma présence avait été incertaine. Et Meredith, n'est-ce pas que tu es jolie ? Mais elle ne regarda pas vraiment Meredith. Ses yeux parcoururent ma fille de la même manière qu'on jetterait un coup d'œil à un meuble, reconnaissant sa présence sans réel intérêt. Elle tapota distraitement la tête de Meredith, se tournant déjà vers le salon, d'où le son de Roland tenant salon parvenait dans le couloir. Dennis était justement en train de nous parler de sa promotion au poste d'associé principal, dit Viviane, nous conduisant au-delà du salon de réception formel, où personne n'était autorisé à s'asseoir, au-delà du bureau de Roland, où les enfants n'étaient jamais admis, jusqu'au salon où tout le monde était rassemblé avec leur cocktail. La pièce tomba dans ce rythme particulier d'une réunion de famille Hammond. Roland dans son fauteuil en cuir comme un roi sur son trône. Dennis debout près de la cheminée dans son costume 3 pièces qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Pauline drapée sur le bras du fauteuil de Dennis comme un accessoire, ses diamants captant la lumière à chaque fois qu'elle bougeait les mains. Oncle Léonard en était déjà à son 2e scotch. Tante Francine examinait la pièce à la recherche de changements dont elle pourrait jacasser plus tard, et Théodore se tenait raide près de la fenêtre, une version plus jeune de Roland en formation. C'était la famille dans laquelle j'avais grandi, celle que j'avais tant essayé de satisfaire, n'étant jamais tout à fait à la hauteur de leurs standards. Maintenant, j'y amenais ma fille, la regardant redresser sa robe et répéter son sourire, espérant que cette fois-ci serait différente. Au moment où nous sommes entrés dans ce salon, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. La conversation s'est arrêtée brusquement, comme si nous avions interrompu quelque chose d'important. Roland n'a même pas levé les yeux de son scotch quand il a parlé. « Voilà ma fille qui a réussi », annonça-t-il, bien que le sarcasme dans sa voix fût à peine dissimulé. Dennis nous racontait justement sa promotion au poste d'associé principal chez Whitman & Associates, le plus jeune de l'histoire du cabinet. Dennis se tenait là dans son costume 3 pièces, essayant d'avoir l'air modeste, tandis que Pauline s'accrochait à son bras, comme si elle avait gagné un prix. « Ce n'est vraiment pas si important que ça, papa, » dit-il, bien que son sourire suggéra le contraire. « Félicitations, oncle Dennis » intervint Meredith, sa voix brillante d'un enthousiasme sincère. « Maman a aussi eu une promotion. Elle est maintenant directrice régionale pour 3 magasins au lieu d'un seul. Elle a dit que ça signifie qu'elle pourra enfin faire réparer notre voiture et peut-être même prendre des vacances l'été prochain. » La pièce devint glaciale. Le rire de Pauline était aussi tranchant que du verre brisé. « Comme c'est gentil pour toi, gérer des magasins de détail. » La promotion de Dennis s'accompagne d'une participation au capital d'une valeur d'1 demi-million de dollars. « C'est merveilleux, » dis-je, gardant ma voix stable tout en posant une main protectrice sur l'épaule de Meredith. Elle se recroquevillait déjà, reconnaissant le rejet. Théodore choisit ce moment pour s'insérer dans la conversation. En parlant de réussite, tout le monde a entendu parler de mon admission à la Harvard Business School. Bourse complète, bien sûr. Ils ont dit que ma dissertation de candidature sur la perpétuation de l'héritage d'excellence des Hammond était l'une des meilleures qu'ils aient jamais lues. Cette dissertation était brillante, s'extasia tante Francine. Surtout la partie sur l'apprentissage de l'éthique des affaires auprès de ton grand-père. Roland, tu dois être si fier. Bien sûr que je le suis, dit Roland, levant enfin les yeux, son regard glissant sur Meredith et moi comme si nous n'étions pas là. Non, il est important de maintenir des standards. Tout le monde ne le peut pas, mais ceux qui le font avancer la famille. Meredith essaya une fois de plus, sa voix plus faible maintenant. J'ai aussi écrit une dissertation, pour mon cours d'anglais avancé. Mon professeur l'a soumise à un concours de l'État, et j'ai remporté la 3e place. C'était sur la façon dont ma mère était mon héroïne, parce qu'elle travaille si dur et n'abandonne jamais, même quand les choses sont vraiment difficiles. Silence. Dennis étudia son verre de vin. Oncle Léonard toussa et se resservit du scotch. Viviane eut soudain besoin de vérifier quelque chose dans la cuisine. « C'est gentil, ma chérie », dit finalement Pauline, son ton suggérant que c'était tout sauf gentil. « Théodore, raconte à tout le monde ton stage chez Goldman Sachs. » Alors que Théodore se lançait dans son discours répété sur les projections trimestrielles et la gestion de portefeuille, je regardais ma fille se dégonfler lentement à côté de moi.
Ses épaules s'affaissèrent, son sourire soigneusement répété s'estompa, et elle remit ses fiches dans sa poche, réalisant qu'elle n'en aurait pas besoin. Quand Viviane nous appela pour le dîner 20 minutes plus tard, j'étais en fait soulagée. Au moins à table, il y aurait de la nourriture sur laquelle se concentrer, moins d'occasions pour ces cruautés désinvoltes. Mais en entrant dans la salle à manger, je me suis arrêtée net. La table était mise pour 9. Nous étions 10 personnes. J'ai recompté, pensant que je devais me tromper. Roland à la tête, Viviane au pied, Denis et Pauline d'un côté, Léonard et Francine de l'autre, Théodore à côté d'eux, une chaise vide à côté de ma place désignée. 9 couverts avec la belle porcelaine, les verres en cristal, l'argenterie que Viviane polissait 2 fois par an. Tout était parfait et délibéré. « Oh !» dit ma mère, sa voix trop aiguë, trop répétée. J'ai dû me tromper dans le compte, comme je suis sotte. Mais je savais que ma mère ne se trompait jamais dans les comptes. Elle planifiait chaque détail de ses dîners des semaines à l'avance. « Meredith, ma chérie, je t'ai préparé une jolie place dans la cuisine. Tu pourras regarder la parade sur la petite télé pendant que tu manges. Ce ne sera pas amusant ? Mais maman, commençai-je, sentant la chaleur monter dans ma poitrine. Elle a 12 ans. Elle n'a pas besoin d'une table pour enfants. Il n'y a même pas d'autres enfants ici. » La voix de Roland trancha la pièce comme une lame. La salle à manger est réservée aux conversations d'adultes ce soir. Nous avons des affaires familiales importantes à discuter concernant la planification successorale et certains investissements qui ne concernent pas les enfants. Il désigna la cuisine avec le même doigt qu'il avait utilisé pour souligner nos échecs toute ma vie. « Tu peux manger là-dedans. Adulte seulement à cette table. » La voix de Meredith sortit à peine comme un murmure. Mais dans cette pièce silencieuse où même l'antique horloge de grand-père semblait retenir son souffle, tout le monde l'entendit parfaitement. « Mais je fais aussi partie de la famille, n'est-ce pas ?» La question resta en suspens. Un défi enveloppé dans la confusion d'un enfant. Ma fille, qui avait répété des sujets de conversation sur des fiches, qui avait choisi sa plus belle robe, qui avait tressé ses cheveux 3 fois pour qu'ils soient parfaits, posait la seule question qui comptait. Le silence qui suivit la question de Meredith fut assourdissant. Je regardais autour de moi, attendant que quelqu'un prenne la parole. Ces gens qui prétendèrent nous aimer, qui envoyaient des cartes d'anniversaire avec amour, griffonnées en bas, qui publiaient des photos de famille sur Facebook avec des hashtags sur la bénédiction et la gratitude. Denis étudia son verre de vin comme s'il contenait les secrets de l'univers. Pauline ajusta sa serviette avec une précision chirurgicale. Oncle Léonard se racla la gorge, mais n'offrit rien de plus. Tante Francine, qui pouvait trouver des mots pour combler n'importe quel silence quand il s'agissait de commérage, resta muette. Théodore examinait le lustre. Même ma mère restait là, les mains jointes, étudiant le motif du tapis persan. Pas un seul d'entre eux ne dit un mot. Je sentis la main de Meredith se glisser dans la mienne, ses doigts froids et tremblant légèrement. À ce moment-là, en la regardant, essayant si fort de ne pas pleurer, essayant de garder son sang-froid comme la jeune femme convenable qu'elle pensait qu'il voulait dès qu'elle soit. Quelque chose en moi se cassa, pas de colère, mais avec une clarté absolue, comme voir une image devenir nette après des années à la regarder floue. « Tu as absolument raison, ma chérie », dis-je assez fort pour que tout le monde entende, en lui serrant la main. « Tu fais partie de la famille. La vraie famille n'exclut pas les filles de 12 ans de la table. La vraie famille ne donne pas aux enfants l'impression qu'ils valent moins que les meubles. » Je me levai, tenant toujours sa main, ressentant une force que je ne savais pas posséder. « Nous partons. »« Ne sois pas dramatique, Alexandra, » ricana Roland, utilisant le même ton méprisant qu'il avait utilisé toute ma vie. « Ce n'est qu'un repas. Tu vas contrarier ta mère après tout le travail qu'elle a mis dans ce dîner. »« Non, ce n'est pas juste un repas, » dis-je, le regardant directement pour peut-être la première fois depuis des années sans ciller. C'est chaque repas où elle a été mise de côté. Chaque réunion où vous avez ignoré ses réussites tout en célébrant Denis qui a une nouvelle voiture. Chaque photo de famille où on lui a demandé de reculer pour que vous puissiez en prendre une avec seulement les adultes. Chaque fois que vous lui avez fait sentir qu'elle n'avait pas sa place à la table de sa propre famille. Denis retrouva enfin sa voix,
bien qu'il ne me regardât toujours pas. « Allez, Alex, ne gâche pas Thanksgiving pour une histoire de plan de table. Papa ne le pensait pas. Tu sais comment il est pour les dîners formels. » C'est exactement ça le problème, Dennis. Nous savons tous comment il est, et nous l'acceptons tous. Eh bien, j'ai fini de l'accepter. Je me suis tournée vers ma mère, qui se tordait les mains maintenant. Sa façade d'hôtesse parfaite se fissurant. « Maman, tu as passé 3 jours à cuisiner ce repas. Tu m'as appelé 2 fois pour me demander les plats préférés de Meredith. Tu as fait de la purée de patates douces spécifiquement parce qu'elle a mentionné l'aimer l'année dernière, et maintenant tu vas rester là et la laisser manger seule dans la cuisine comme une domestique. »« Alexandra, s'il te plaît, » murmura Viviane. « Ne faisons pas de scène. Nous pourrons en discuter plus tard. »« Quand, maman ? Quand elle aura 16, 18 ans, quand elle sera grande, croyant qu'elle n'a jamais été assez bien pour cette famille. Il n'y a pas de plus tard. Il n'y a que maintenant, quand ma fille de 12 ans a besoin que quelqu'un la défende. » Pauline décida d'intervenir, sa voix dégoulinant d'une fausse préoccupation. « Tu réagis de manière excessive, Alexandra. Les enfants mangent séparément lors des dîners formels tout le temps. C'est en fait assez courant dans les foyers convenables. » « Des foyers convenables ? » Je ris, mais il n'y avait pas d'humour dedans. « Tu veux dire des foyers où les gens se soucient plus des apparences que de la famille réelle ? Où la lignée compte plus que l'amour ? Où la valeur d'un enfant est mesurée par sa capacité à être invisible ? » Oncle Léonard se déplaça inconfortablement. « Maintenant, Alexandra, ton père a sa façon de faire les choses. Les traditions sont importantes. » « Les traditions de qui, oncle Léonard ? Celles où tes propres enfants ont cessé de venir aux réunions de famille il y a 3 ans. Où la cousine Jeannette n'envoie plus que des cartes de Noël au lieu de rendre visite, ces traditions-là. » La pièce devint encore plus silencieuse, si c'était possible. J'avais franchi une ligne en mentionnant les membres de la famille qui s'étaient déjà éloignés, ceux dont l'absence était justifiée par des emplois du temps chargés et des engagements contradictoires, sans jamais reconnaître la vraie raison pour laquelle il restait à l'écart. Le visage de Roland devenait rouge maintenant. La veine sur son front qui apparaissait quand il était vraiment en colère commençait à palpiter. « Si tu franchis cette porte, Alexandra, ne te donne pas la peine de revenir pour Noël ou toute autre réunion de famille. Je n'aurai pas ce genre de manque de respect dans ma maison. » J'ai baissé les yeux sur Meredith, dont les yeux étaient grands ouverts, des larmes coulant enfin. Puis j'ai regardé mon père, cet homme qui avait contrôlé notre famille par la peur et la tradition pendant si longtemps que nous avions oublié à quoi ressemblait l'amour véritable. « Ce ne sera pas un problème, » dis-je, ma voix stable et claire. « Car après ce soir, vous ne serez pas invités chez nous. » J'ai attrapé nos manteaux dans le placard de l'entrée, aidant Meredith à enfiler le sien, le boutonnant soigneusement pendant qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Alors que nous nous dirigions vers la porte, j'entendis la voix de ma mère, petite et brisée. « Alexandra, s'il te plaît, c'est ma petite fille. » Je me suis retournée une dernière fois. « Alors tu aurais dû la traiter comme telle. » Le trajet du retour fut silencieux, à l'exception des légers reniflements de Meredith. Après environ 20 minutes, je me suis arrêtée dans un McDonald's, les arches dorées brillant contre le ciel sombre de novembre. « Que dirais-tu d'avoir notre propre Thanksgiving ? Juste toi et moi ?» Elle réussit un petit sourire. « On peut prendre des chaussons aux pommes. On peut prendre tout ce qu'on veut. C'est nous qui fixons les règles maintenant. » Alors que nous étions assises dans ce McDonald's à manger des nuggets et des chaussons aux pommes, regardant d'autres retardataires des fêtes aller et venir, j'ai commencé à planifier. Il voulait exclure ma fille. Il voulait qu'elle se sente sans valeur. Très bien. Mais j'allais m'assurer qu'ils comprennent exactement ce qu'ils avaient perdu. Au cours des 3 semaines suivantes, je suis devenue une détective de ma propre histoire familiale. J'ai d'abord appelé la cousine Jeannette, celle qui avait cessé de venir au rassemblement il y a 3 ans. « Ton père a fait la même chose à mes enfants », m'a-t-elle dit. Il a dit que des enfants de 8 ans ne devraient pas être à la table des adultes. Quand j'ai protesté, il m'a dit que je les élevais sans limites appropriées. Ensuite, j'ai contacté tante Patricia,
la propre sœur de Roland, qui vivait en Oregon. « Je n'ai pas parlé à Roland depuis 5 ans, a-t-elle admis. Il m'a dit que mon divorce était une honte pour le nom de la famille. Il a dit que j'aurais dû me taire et endurer comme le font les femmes Hammond convenables. Oncle Stuart, le mouton noir qui travaillait comme professeur de lycée au lieu d'entrer dans la finance, a partagé sa propre histoire. Roland a annoncé lors du dîner de Thanksgiving il y a 10 ans que les enseignants n'étaient que des babysitters glorifiés. Il l'a dit juste devant mes enfants. C'était notre dernière réunion de famille. Chaque conversation révélait une nouvelle fissure dans les fondations de la famille Hammond. Roland ne nous avait pas seulement aliénés. Il avait systématiquement repoussé quiconque ne répondait pas à ses normes. La famille parfaite qu'il projetait n'était rien de plus qu'un équipage squelettique de ceux qui étaient encore prêts à endurer ses abus. Le 20 décembre, j'ai envoyé un email de groupe à tous les membres de la famille Hammond que j'ai pu trouver, y compris Roland et Vivien. L'objet était « Noël de la famille Hammond, nouvelle tradition. Chère famille, écrivis-je. Meredith et moi organisons le réveillon de Noël chez nous. Nous avons de la place pour tout le monde, et je veux dire tout le monde, adultes et enfants. Personne ne mangera dans la cuisine à moins qu'il ne m'aide à cuisiner. Nous aurons des jeux pour tous les âges, un bar à chocolat chaud que Meredith conçoit personnellement, et un échange de cadeaux éléphant blanc avec une limite de $20, parce que la famille n'est pas une question de combien vous dépensez. Le dîner commence à 16h. Les enfants mangent en premier, parce qu'ils sont les invités les plus importants. Chaque enfant s'assiera à la table principale. Chaque voix sera entendue. RSVP avant le 22 décembre. En quelques heures, mon téléphone a commencé à vibrer. Janet a appelé en larmes. Nous serons là, nous tous. Patricia a réservé des vols depuis l'Oregon le jour même. Stuart et sa famille ont confirmé immédiatement. Oncle Léonard a appelé, sa voix incertaine. Roland n'aimera pas ça. C'est son choix, oncle Léonard. Vous êtes les bienvenus avec ou sans son approbation. Le 22 décembre, j'avais 23 confirmations. Tout le monde sauf Roland, Vivien, Denis et Pauline. Denis m'a appelé ce soir-là. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Tu détruis cette famille. Je ne détruis rien, Denis. Je la reconstruis. Tu es le bienvenu pour en faire partie, mais seulement si tu peux traiter ma fille avec respect. Papa est furieux. Il dit que tu es vindicative. Je suis une mère. Il y a une différence. Le soir de Noël est arrivé avec une légère neige, comme dans un film. Ma petite maison de ville était transformée. Meredith avait passé des jours à faire des flocons de neige en papier et à accrocher des guirlandes lumineuses. Nous avions poussé tous les meubles contre les murs pour faire de la place pour des tables pliantes empruntées aux voisins. L'odeur des biscuits et du chocolat chaud remplissait chaque recoin. Ils ont commencé à arriver à 15h30. Les enfants de Janet se sont immédiatement attachés à Meredith, la regardant comme une héroïne. « Maman nous a raconté ce que tu as fait », a dit son aîné. « Comment tu as tenu tête à grand-père Roland. C'était si courageux. » Oncle Stuart a apporté sa guitare et a mené les enfants dans des chants de Noël. Patricia a fait pleurer de rire tout le monde en racontant les vieilles tentatives de Roland pour contrôler sa vie amoureuse. Théodore est arrivé à 17h sans ses parents, l'air incertain. « C'est d'accord si je suis là ?» demanda-t-il doucement. « Et tout le monde est le bienvenu ici, » lui ai-je dit. « C'est le but. » À 19h, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix était à peine un murmure. « Nous ne sommes que 4 ici. Léonard et Francine sont allés chez toi. Théodore aussi. La table avait l'air si vide. Vous êtes les bienvenus, maman. Vous tous. Ton père ne le permettra pas. » Alors c'est son choix. Mais Meredith et moi avons fait le nôtre. Au téléphone. Je pouvais entendre Roland en arrière-plan fulminer sur le respect et la tradition. Mais dans mon salon, j'entendais autre chose. Des rires. De vrais rires sincères. Des enfants qui jouent. Des adultes qui parlent sans crainte de jugement. Une famille étant une famille. La fête a duré jusqu'à minuit. En couchant Meredith, elle rayonnait encore de la soirée. Maman, c'était le meilleur réveillon de Noël de tous les temps. Tout le monde m'a parlé comme si je comptais.
Comme si j'étais vraiment intéressante. Parce que tu comptes, ma chérie, et tu es intéressante. Ne laisse jamais personne te faire sentir le contraire. Elle m'a serré plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Oncle Stuart a dit que je pouvais visiter son école et parler à sa classe de sciences de mon projet. Et tante Patricia veut que je vienne en Oregon cet été. Elle a dit qu'elle a des chevaux. Ça a l'air merveilleux, bébé. Maman? Pourquoi grand-père Roland m'a-t-il traité comme ça? Je me suis assise sur le bord de son lit, choisissant mes mots avec soin. Certaines personnes pensent que l'amour doit être mérité par des réalisations ou un statut. Elles ne comprennent pas que le véritable amour est donné librement, surtout aux enfants. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de quelque chose de brisé en eux. Le lendemain matin, le jour de Noël, j'ai trouvé un texto de Denis. Papa a passé le dîner de Noël à fulminer sur le respect et la tradition devant une table presque vide. Maman a pleuré pendant la majeure partie. J'espère que tu es satisfaite. J'ai répondu. Je le suis. Meredith aussi. C'est ce qui compte. C'était il y a 5 ans. Meredith a maintenant 17 ans, confiante et forte. Elle se dirige vers l'université l'année prochaine avec une bourse complète pour étudier la biochimie. Elle se souvient encore de ce Thanksgiving, mais pas avec de la douleur, avec de la gratitude. Tu m'as appris quelque chose d'important ce jour-là, m'a-t-elle dit récemment alors que nous remplissions ses demandes d'admission à l'université. Que je ne devrais jamais accepter moins que ce que je mérite et que quelqu'un qui m'aime vraiment me choisira toujours. Tu m'as choisi alors que cela t'a coûté toute ta famille. Je n'ai pas perdu ma famille, lui ai-je dit. J'ai découvert qui était ma vraie famille. La dynamique familiale a complètement changé après ce Noël. Roland et Viven organisent maintenant des dîners tranquilles avec seulement Denis et Pauline, qui ont eu un fils il y a 2 ans. J'ai appris par tante Francine, qui parle encore à tout le monde, qu'il planifie déjà les écoles privées qu'il fréquentera, quelle université acceptera leur don de legs. Le cycle continue, mais avec beaucoup moins de participants. Pendant ce temps, nos rassemblements alternatifs ont grandi chaque année. Le dernier Thanksgiving, nous étions 32 personnes entassées dans ma maison. 3 tables s'étendaient de la salle à manger au salon. Enfants et adultes tous mélangés. Pas de hiérarchie, pas d'exclusion. Meredith aidait les jeunes cousins avec leurs devoirs. Pendant que les adultes cuisinaient, Théodore, qui est devenu un habitué de nos rassemblements, a amené sa petite amie et l'a prévenue. Voilà à quoi ressemble une vraie famille. C'est bruyant et chaotique, et personne n'est assorti, mais tout le monde a sa place. Le mois dernier, Denis s'est présenté seul à notre fête d'Halloween. Pauline était chez Roland pour aider à planifier un gala de charité. Il se tenait à ma porte dans un costume de vampire ridicule, l'air mal à l'aise. « Je suis désolé », dit-il simplement. De ne pas avoir parlé ce jour-là, pour tous les jours où je n'ai pas parlé, d'avoir choisi l'approbation de papa plutôt que de faire ce qui était juste. Avant que je puisse répondre, Meredith est apparue à côté de moi dans son costume d'astronaute de la NASA. « C'est bon, oncle Denis. Maman m'a appris que la famille n'est pas une question de sang ou de tradition. C'est une question de qui est là pour toi. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. » Si, il s'est mis à pleurer, juste là sur mon porche. Cet avocat a succès en cape de vampire, comprenant enfin ce qu'il avait manqué toutes ces années. Ma mère appelle de temps en temps, toujours quand Roland n'est pas à la maison. Elle envoie à Meredith des cartes d'anniversaire avec de l'argent glissé à l'intérieur et de longues notes sur sa fierté. La semaine dernière, elle a appelé pour dire qu'elle avait encadré la lettre d'acceptation de Meredith au programme de sciences. « Je veux une visite », a-t-elle murmuré. « Je veux connaître ma petite fille, avant qu'il ne soit trop tard. Tu es toujours la bienvenue ici, maman, mais pas en secret. Pas si tu vas retourner là-bas et prétendre que nous n'existons pas. Meredith mérite mieux qu'une grand-mère qui a honte d'elle. » La ligne était restée silencieuse un long moment. « Je sais, » dit-elle finalement. « J'y travaille. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'être partie ce jour de Thanksgiving, si je pense avoir réagi de manière excessive à un plan de table.
Je leur dis que ce n'était jamais une question de l'endroit où ma fille était assise. C'était une question de ce que cette place représentait, sa valeur, sa place, son importance à leurs yeux. Il s'agissait de lui montrer qu'elle ne devrait jamais se rabaisser pour s'adapter à la table de quelqu'un d'autre. Ce Thanksgiving au McDonald's est devenu notre tradition. Chaque année, après notre grande réunion de famille avec les parents qui nous ont choisis, Meredith et moi nous éclipsons pour des nuggets et des chaussons aux pommes. C'est notre rappel que les meilleures familles ne sont pas toujours celles dans lesquelles on est. Ce sont celles que l'on construit. Ce sont celles qui vous voient, vous apprécient et vous tirent une chaise, sans qu'on le leur demande. La table qu'on vous offre n'est pas toujours celle que vous devez accepter. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez faire à votre enfant est de lui montrer qu'il mérite une place à une meilleure table, même si vous devez la construire vous-même. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà eu à choisir entre une tradition toxique et la protection de quelqu'un que vous aimez, veuillez partager cette vidéo. Laissez un commentaire sur votre propre expérience des dynamiques familiales et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur le fait de se défendre, de s'exprimer et de choisir l'amour plutôt que l'héritage.